Les rencontres en ligne. Je pense que c'est un topic de vidéo sur cette chaîne qui revient énormément et qui, je sais, vous intéresse. Dans l'histoire du jour, vous allez voir qu'on est encore une fois sur une rencontre en ligne, mais les dessous de cette affaire sont bien différents de toutes celles que nous avons pu traiter avant. L'histoire de Kelly Dwyer m'a personnellement touché, raison pour laquelle cette vidéo voit le jour sur Murders Explained. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que celle-ci vous intéressera. Normalement, elle n'a pas beaucoup été traitée sur internet, il n'y a d'ailleurs pas vraiment d'informations sur les protagonistes, donc j'espère qu'elle sera inédite pour vous. Je vous laisse liker, commenter et partager avant d'entrer dans cette très terrible histoire. Au moment de cette histoire, nous sommes en 2013, le 10 octobre, et comme je vous l'ai dit, je parle de Kelly Dwyer. Malheureusement, il est assez difficile de retracer sa vie car je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur sa naissance ou son parcours. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'au moment où elle disparaît, Kelly avait 27 ans et elle était du Milwaukee dans le Wisconsin. Elle avait une personnalité très solaire, pétillante, comme j'ai pu le lire dans les médias. Et d'ailleurs, toutes les personnes qu'elle a rencontrées ou qui ont été mises sur sa route l'appréciaient énormément, que ce soit ses collègues, ses propres amis, sa famille ou alors sa professeure de yoga. Oui, Kelly faisait beaucoup de yoga, elle était assez passionnée dans le sport et dans la remise en forme plutôt, vous allez le comprendre. Elle était très appréciée de ses collègues également et honnêtement, je n'ai pas vu une seule chose négative dite à son sujet. Dans le peu d'informations que j'ai trouvées pour la présenter, j'ai vu qu'elle passait son temps au lycée dans différents clubs. Il y avait le club de tennis, le club de journaux, donc vous savez un petit peu le journaux de l'école, et aussi l'annuaire du lycée où on met généralement les photos et aussi quel élève a fait quoi et participait de quelle manière au développement justement de l'établissement. Je trouve donc qu'on est quand même sur une personne assez engagée qui avait une fois de plus beaucoup de centres d'intérêt et un attrait pour le sport et surtout les cultures. En 2012, Kelly décroche un emploi. C'est un emploi d'éducatrice et c'est quelque chose qui lui collait vraiment à la peau. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, tous ses collègues l'appréciaient, donc il n'y a rien à dire là-dessus. En très peu de temps, nous avons aussi remarqué un changement de look chez Kelly Dwyer. Elle a changé de coloration de cheveux, elle a eu un nouveau style, quelque chose qu'elle adorait partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Et enfin, par passion, j'ai aussi vu qu'elle aurait essayé de donner des cours de yoga. Encore une fois, je pense qu'elle était assez connectée aux pratiques sportives. En parallèle, Kelly avait une très grande présence en ligne. Elle était jeune, c'était vraiment l'ère du début des réseaux sociaux, 2012-2013, et Kelly l'avait compris. C'est quelque chose qu'elle aimait énormément et elle partageait tout son quotidien, notamment sur Facebook. Donc, vous vous en doutez, quand le 12 octobre 2013, on ne voit plus aucune publication de Kelly, elle qui adorait partager des choses, ses proches, ses amis et finalement toutes les personnes connectées avec elle sur Internet se sont posé des questions. C'est vraiment étrange qu'elle ne poste plus rien, elle qui avait l'habitude de tout partager. Donc ses amis ont soupçonné que quelque chose n'allait pas. Peut-être se passait-il quelque chose de grave. Et quand nous retraçons cette période, 2 nuits avant le 12 octobre 2013, Kelly et son petit ami, ça faisait un moment qu'ils étaient ensemble, Chris Zocco, étaient sortis dans un bar à Milwaukee. Les deux sont ensuite retournés à l'appartement de Chris, Lafayette Towers, et après ça, nous n'avons plus entendu parler de Kelly Dwyer. Vous vous dites certainement que Chris est responsable. Comme je l'ai dit dans l'introduction, tout ce qui va suivre est totalement inattendu et absolument affreux.
En tant que petit ami de Kelly, Chris était évidemment le suspect principal, surtout qu'il venait d'être vu avec elle. Alors il a été écouté par les autorités. Il a insisté sur le fait que Kelly était partie le lendemain matin, bien après qu'ils aient passé la nuit ensemble, même si on n'a pas vu une seule image de vidéosurveillance de Kelly quitter ce bâtiment. Pourtant, nous en avons, la montrant rentrer à l'intérieur du bâtiment. Il a également essayé de réduire leur relation, c'est-à-dire de ne pas forcément dire qu'ils étaient ensemble, mais plutôt amis avec un petit plus, des sex friends finalement. Je précise que d'après les proches de Kelly, ils étaient bel et bien ensemble. Il a aussi essayé de faire passer Kelly pour qui elle n'est pas, en disant qu'elle était une fêtarde un peu ravagée, qui prenait énormément de drogue et qui couchait absolument avec tout le monde. Toutes les personnes qu'elle rencontrait, elle couchait avec. C'est ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, il s'est un petit peu trahi parce qu'il a dit que le soir du 10 octobre, Chris et elle-même avaient pris 2 traces de cocaïne, donc de la drogue, et c'est quelque chose qui lui a fait un petit peu un porte-à-faux. Il va plus loin dans sa déclaration en disant qu'après avoir pris cette drogue, ils ont eu des relations sexuelles et ils se sont couchés sur le canapé. Rien de plus. Alors évidemment, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, je le refais quand même s'il y a des plus jeunes qui me regardent, faites très attention avec la drogue et avec toutes ces substances illicites. Je passe un message de prévention. N'acceptez pas n'importe quoi de la part de n'importe qui. Si c'est illégal et que tout le monde dit que c'est dangereux, c'est qu'il y a une raison. Mais malheureusement pour lui, oui, juste pour lui, avec cet aveu, donc l'aveu de Chris disant qu'il possédait des drogues illégales, eh bien la police a pu avoir un mandat pour aller perquisitionner son appartement. Quand je vous dis qu'il s'est auto-trahi, donc en fouillant un petit peu son appartement, ses affaires et notamment son téléphone, la police trouve des photos de Chris et de Kelly pendant des actes sexuels qui ont été pris quelques semaines avant qu'elles disparaissent. Sur la plupart des photos, nous voyons Kelly dans une vraiment très mauvaise posture, elle semble inconsciente, elle ne semble pas aller bien et comme je l'ai lu, elle est affligée de la situation. À ce stade de l'enquête, la police pensait que Chris avait tué Kelly lors d'un acte sexuel qui aurait pu très mal tourner. Mais vous allez voir, nous sommes loin du compte. On a également pris un chien chercheur pour voir si effectivement Chris aurait pu être mêlé à tout ça. Et ce chien chercheur a appuyé la théorie des enquêteurs parce qu'il a été tout simplement montré qu'il y avait des odeurs dans tout l'appartement, dans la benne à ordures et aussi dans la voiture de Chris. Malheureusement, la police, avec aucune preuve tangible, ne pouvait pas aller plus loin dans leur théorie. Ils pouvaient simplement spéculer. Mais c'est à partir de là que l'histoire tourne un petit peu au chaos car les enquêteurs trouvent quelque chose d'assez troublant. Ils vont fouiller l'appartement de Chris et tombent sur un disque dur. Et il y en a plusieurs derrière celui-ci où on voit des images graphiques dégoûtantes de jeunes enfants pendant des actes sexuels. Vous vous en doutez, Chris a été immédiatement arrêté, pas pour l'histoire de Kelly, mais pour l'histoire de possession de pornographie juvénile. Alors déjà là, je vous dis, on a énormément de dessous par rapport à cet homme, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ne vont pas et qu'il y a énormément de choses sombres autour de lui, mais en creusant encore un petit peu, on se rend compte que Kelly n'était pas sa seule petite amie. Il y en avait une autre. Oui, je vous l'ai dit, cette histoire, elle est affreuse. Et pas par le fait qu'il a 2 petites amies, par tout ce qui va suivre. Son autre petit ami, qui apparemment était avec lui depuis les 4 dernières années, a découvert toute cette histoire, l'histoire de la double vie de Chris, à la télévision, parce que son frère lui a fait part qu'il passait à la télé. Elle a donc regardé et elle s'est rendue compte que ça n'allait pas du tout. Cette femme, Megan Pollack, la vraie petite amie de Chris, a vraiment voulu aider les autorités à comprendre qui il est et surtout à aider pour l'affaire de Kelly. Megan a donné pas mal de détails sur par exemple les objets manquants à l'appartement de Chris parce que elle y allait souvent donc elle savait s'il y avait quelque chose qui avait bougé, s'il manquait un objet, un sac ou peu importe. Je cite, Megan a noté que le rideau de douche, le petit tapis, les essuie-mains décoratifs n'étaient plus dans la salle de bain des invités. Elle a également dit que les crochets du rideau de douche n'étaient absolument pas dans le même état que la dernière fois où elle était à l'appartement. Elle a donc suggéré que quelqu'un les avait arrachés très rapidement du rideau. Mais ce n'est pas tout. Megan a aussi dit aux policiers qu'un grand sac de golf, donc un vraiment très grand sac, qui était toujours dans le salon,
n'était plus là. Elle se souvenait de ce sac parce qu'elle a affirmé qu'à chaque fois qu'on devait aller à la salle de bain, il fallait passer par-dessus ce sac. Donc impossible de l'oublier, impossible de l'omettre. Et je répète, le sac a pu effectivement être déplacé dans la chambre, pourquoi pas, mais il a totalement disparu de l'appartement. Et il n'est pas dans la voiture de Chris non plus. Où est ce sac et qu'y a-t-il à l'intérieur ? Ce n'est pas tout. Sur certaines images de vidéosurveillance, parce que The Lafayette Towers avait pas mal d'images de surveillance, la police a vu que Chris avait un objet non identifié dans le coffre de sa voiture le matin du 11 octobre 2013. Donc le matin qui fait suite à la nuit qu'ils ont passé ensemble avec Kelly. Ce sac est de la même taille et de la même forme du sac de golf manquant décrit par Megan. Coïncidence? Je ne crois pas. Vers 18h, le 11 octobre 2013, Chris est allé chez sa mère, disant qu'il voulait déposer tout son équipement sportif avant d'aller chez Megan pour le reste de la nuit. Megan nous raconte donc cette soirée du 11 octobre 2013 et elle dit que Chris était très nerveux, qu'il semblait pas dans son assiette. Il transpirait beaucoup et d'ailleurs pendant la nuit, il a eu pas mal de sueur nocturne, au point où elle a dû changer les draps, donc on n'est pas juste sur un petit peu de transpiration. Mais en fouillant un peu, on se rend compte que la raison de son stress et de sa transpiration était assez claire. Le corps de Kelly était pas loin, peut-être dans le coffre de sa voiture, à l'intérieur du sac de golf, et il se demandait comment s'en débarrasser. Rapidement, avant que quelqu'un le trouve. Et justement, un bâtiment va être très intéressant dans cette affaire. Je vous parle de Mouse House. C'est une fromagerie qui est à 130 km à l'ouest de Milwaukee, où cette histoire s'est déroulée. Apparemment, ce vendeur de fromage semble exquis, étant donné que pour parcourir 130 km afin d'aller acheter un petit morceau de fromage, c'est qu'il doit être très très bon. C'est ce que Chris a fait. Il a fait ça le 12 octobre 2013 et je trouve que parcourir 130 km pour un petit morceau de fromage, c'est assez suspect. Il parcourt également 80 km supplémentaires jusqu'à une station sportive où il peut acheter des équipements et à l'intérieur, il a acheté une nouvelle paire de baskets. Peut-être que les anciennes étaient tachées, peut-être qu'il venait d'enterrer un corps. La police était convaincue que Chris avait jeté le corps de Kelly quelque part entre Mouse House et Sports Authority, donc dans les 80 km qui séparent la fromagerie de la station sportive. Malheureusement, nous sommes sur des étendues de champs et de zones agricoles, donc impossible de savoir où chercher, impossible de retrouver le corps. La police disait d'ailleurs que le seul espoir qu'ils avaient était que quelqu'un tombe sur le corps de Kelly et les avertisse. Moi j'ai envie de vous dire que peut-être ils auraient pu emmener des chiens chercheurs sur ces 80 km. Ça aurait pu être long, mais je pense qu'on aurait peut-être pu trouver, vu comme ils étaient justement en aide, enfin comme ils ont pu aider à l'intérieur de l'appartement. Si on prenait les mêmes chiens qui devaient chercher les mêmes odeurs, je pense qu'on aurait pu trouver plus facilement. Mais entre-temps, les policiers étaient quand même, j'ai envie de dire, soulagés par le fait que Chris allait quand même faire de la prison, notamment pour pornographie juvénile. Il a été condamné à 19 ans de prison en 2015 à cause des images qu'il détenait. Malheureusement, vous l'avez compris, pour le reste, nous sommes principalement sur de très très grandes théories. Il n'y a pas de preuves concrètes et c'est bien malheureux parce qu'avec tout ce qu'on a, en fait, on le voit et vous l'avez certainement compris que Chris est coupable, mais on n'a pas de preuves tangibles. Nous n'avons rien de concret et les enquêteurs ne peuvent pas simplement mettre quelqu'un derrière les barreaux avec des théories. Le 1er mai 2015, 19 mois après la disparition de Kelly, un homme se promène et remarque quelque chose de blanc sur le sol. Il s'agit de restes humains. Il a fallu 5 jours à la police pour que les restes soient identifiés comme ceux de Kelly. Les agents ont essayé de trouver les dossiers dentaires de Kelly. En fait, ils étaient très mal répertoriés dans le Wisconsin, mais ils ont quand même fini par le faire. Et c'est comme ça qu'ils ont pu lier le point A au point B. Malheureusement, nous n'avions aucun indice concernant la cause de sa mort. On avait aussi tout simplement une autre théorie, c'était la façon non naturelle dont le squelette était mis. On suggérait que le corps de Kelly avait bel et bien été mis dans un sac. Encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit au début avec le sac de golf. C'est pas une preuve
concrètes, mais ça rejoint cette théorie. Chris a donc été accusé d'homicide, sous couvert de tout ce qu'on avait trouvé, de dissimulation d'un cadavre et d'étranglement et de suffocation. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais d'anciennes petites amies de Chris et partenaires ont dit qu'elles ont été victimes de sa part et de son envie de violence sexuelle au point où elles ont failli être asphyxiées également. Je cite ce que j'ai trouvé sur un média du Wisconsin. 5 femmes ont rapporté le comportement sexuel agressif de Chris Zocco qui les a mises mal à l'aise. Une d'entre elles a dit qu'elle a pris une ordonnance restrictive contre lui après avoir rompu en 2005. Une autre a dit au détective qu'elle a été agressée sexuellement à Milwaukee après avoir initialement consenti à avoir des relations sexuelles avec lui. Je vais aller dans plus de détails concernant cette histoire, mais sachez qu'en vue de ce qui a été dit, elle a voulu protéger son identité, donc en ligne, nous l'avons uniquement entendu en tant que témoin 5 ou Madame C. Madame C avait donc dit aux enquêteurs qu'elle avait rencontré Chris par le biais de Craigslist. Donc c'est un site d'annonce où on peut trouver vraiment n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de vous faire une vidéo sur des meurtres Craigslist parce qu'il y en a énormément. Elle dit qu'elle voulait une relation vraiment sans prise de tête et qu'elle acceptait les jeux de rôle dominants et soumis et qu'elle était même elle-même engagée dans ce genre de pratique. Mais malheureusement, elle a accusé Chris de ne pas respecter les règles parce qu'il s'était posé des limites et des règles et celui-ci les aurait totalement dépassées et donc n'assurait pas la sécurité de Madame C. Elle a déclaré que Chris Zocco respectait au début les règles mais qu'au fil du temps, il a commencé à ignorer les limites. Elle dit notamment qu'il l'a retenue contre son gré et l'a violée chez elle alors que ses enfants dormaient dans la pièce d'à côté. Donc totalement impuissante, elle ne pouvait pas crier parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants sachent ce qu'il se passe. Elle aurait supplié très discrètement Chris d'arrêter et il aurait refusé. Une fois parti, c'est la dernière fois qu'elle le voyait. Donc vous le voyez, la police a eu énormément de choses en fait et d'éléments contre lui, mais vraiment jamais rien de concret. Heureusement, ça a quand même pu servir à le faire enfermer pour homicide. On a d'ailleurs pu retracer tout ce qui s'est passé entre Kelly et Chris grâce à des vidéosurveillances. Kelly et lui-même ont été vus rentrer dans son bâtiment quelques heures avant que toute activité sur son téléphone, sur son Facebook et sur sa carte bancaire soit arrêtée. On rappelle également qu'il a agi très bizarrement le matin où elle a disparu et pendant les 36 heures suivantes. On a aussi ce chien qui a repéré les odeurs jusqu'à la voiture de Chris. Et quand je dis dans la voiture, je parle dans le coffre parce qu'effectivement, Kelly a dû monter dans sa voiture, mais je ne pense pas qu'elle soit montée volontairement dans le coffre. Et maintenant, on a tous ces témoins qui sont prêts à tout avouer le concernant et concernant ces rapports sexuels qui sont, j'ai pas envie de dire bizarres, mais du moins très violents et qui ne respectent pas les limites des autres. Et en fait, si on prend chaque élément seul, ça ne correspond absolument pas au meurtre de Kelly. Il a juste de très mauvais comportements et il doit être arrêté et jugé pour ceci. Mais si on met toute l'histoire bout à bout et qu'on reconstruit le fil, on se rend compte que oui, il est très probablement l'assassin de Kelly. Les enquêteurs et les procureurs disaient « C'est un cas très unique, tout est circonstanciel, c'est un cas où on doit lire entre les lignes pour en comprendre le dénouement ». Lors du procès, le jury n'a eu besoin que de 2 heures pour rendre un verdict, celui-ci étant coupable de toutes les accusations. Chris a donc été condamné à 31 ans de prison, en plus des 19 ans pour possession de pornographie juvénile. Il faut savoir, et je terminerai là-dessus, j'ai trouvé ça sur un média qui s'appelle Chilling Crimes, Kelly avait dit à sa professeure de yoga pour son 27e anniversaire, donc juste avant tout ce qui s'est passé, quelque chose de très grand va se produire entre Chris et moi, je peux le sentir. Kelly espérait une demande en mariage ou le fait qu'ils vivent ensemble pour de bon. Elle ignorait totalement qu'il avait une double vie et qu'il était aussi violent. Et surtout, qu'il était aussi terrifiant. Il a décidé de se débarrasser de son corps comme une poubelle, elle qui pensait vraiment qu'elle pourrait vivre une très belle histoire d'amour avec lui. Le juge l'a dit, et je cite, « Ce qui a commencé par être consensuel, à un moment donné est devenu un mépris total pour la vie humaine. Chris a fini par étouffer la vie de sa victime pour sa propre autosatisfaction. Il a donc été reconnu coupable d'avoir causé la mort imprudente de Kelly Dwyer, près de 5 ans après sa disparition, et environ 3 ans et demi après la découverte de ses restes. Il est également reconnu coupable d'avoir caché son corps et de l'avoir étouffé sur une vidéo trouvée sur son téléphone portable. J'ai également vu qu'on a eu toujours des combats les années qui ont suivi pour essayer vraiment de mieux comprendre et de pouvoir avoir des preuves concrètes pour peut-être alourdir la peine de Chris. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé de plus pour cette vidéo.
Voilà tout le monde pour cette vidéo Murders Explained, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. Je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, et jusque-lors, prenez grand soin de vous, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.